Il y a une idée que presque personne n'ose dire à voix haute. Plus une personne est intelligente, plus sa vie intérieure peut devenir difficile. Pourquoi quelqu'un avec un esprit brillant finit-il par se sentir vide? Et du pourquoi trop penser n'apporte pas de clarté, mais de l'épuisement. Et il y a un problème encore plus profond qui est rarement mentionné. L'intelligence ne protège pas toujours de la douleur, parfois elle l'amplifie. Restez car comprendre cela change complètement la façon dont vous voyez l'intelligence. Pour beaucoup de personnes très intelligentes, l'esprit ne s'éteint jamais. Il n'y a pas de silence intérieur, chaque situation est analysée sous tous les angles possibles, chaque décision est décomposée en conséquences, scénarios et risques. Ce qui est un choix simple pour d'autres devient un labyrinthe mental pour elles. Penser n'est pas un outil que l'on utilise au besoin, c'est un état permanent. Cet excès d'analyse ne conduit pas toujours à de meilleures décisions. Au contraire, il peut paralyser, plus on pense, plus les options apparaissent, et avec elles, plus de doutes. L'esprit cherche la réponse parfaite, mais cette réponse n'existe presque jamais. Et pendant qu'on attend, le temps passe, l'occasion est manquée et la frustration grandit. Le problème n'est pas la capacité de penser en profondeur, mais l'impossibilité d'arrêter ce processus. Même dans les moments de repos, le cerveau reste actif. Il repasse des conversations, anticipe des problèmes futurs, reconstruit des erreurs passées. Il n'y a pas de repos réel. Dormir ne signifie pas toujours déconnecter. Avec le temps, cette activité constante génère un épuisement émotionnel. La personne se sent fatiguée sans avoir rien fait de physiquement exigeant. C'est une fatigue invisible, difficile à expliquer à ceux qui ne la vivent pas. De l'extérieur, cela peut sembler calme, mais à l'intérieur, il y a un bruit constant. C'est l'une des premières charges cachées de l'intelligence élevée, et bien qu'elle passe souvent inaperçue, elle marque profondément la façon dont ces personnes vivent la vie. Mais ce n'est pas le seul poids qu'elle porte. Il y en a un autre, tout aussi silencieux, qui apparaît dans la façon de se relier aux autres. Pour un esprit profond, les conversations superficielles sont épuisantes, non pas par manque d'éducation ou d'intérêt pour les autres, mais parce que ce type d'échange ne stimule rien en elles. Parler de la météo, de sujets répétés ou d'opinions vides produit un sentiment de déconnexion. La personne est physiquement présente, mais mentalement, elle se sent loin. Les personnes très intelligentes recherchent souvent du sens, elles ont besoin de comprendre, d'approfondir, d'explorer des idées. Quand elles ne trouvent pas cela dans leur environnement social, un sentiment constant de vide apparaît. Ce n'est pas de l'arrogance ou du mépris, c'est une différence dans la façon de traiter la réalité. Le superficiel ne nourrit pas et ce qui ne nourrit pas finit par fatiguer. Pour cette raison, elles préfèrent souvent le silence à une conversation qui n'apporte rien et de l'extérieur, cela peut être interprété comme de la froideur, de la distance ou même de la suffisance, mais la vérité est autre. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas se connecter, c'est qu'il leur est difficile de le faire à un niveau qu'elles ne sentent pas authentique. Cette difficulté à s'intégrer génère de l'isolement, non pas par manque de personnes autour, mais par manque de profondeur. Être entouré de monde et se sentir seul est une expérience courante pour ce profil. Et plus cela se répète, plus le sentiment de ne pas appartenir complètement se renforce. Avec le temps, cette déconnexion sociale devient une usure émotionnelle. La personne commence à se demander si le problème vient d'elle, si elle devrait s'adapter davantage, si elle devrait feindre l'intérêt pour ne pas rester seule. Et ce conflit interne ajoute une autre couche de fatigue. Mais la superficialité n'est pas le seul poids dans leur relation. Il y a quelque chose d'encore plus intense, plus invisible, qui affecte directement la façon dont elles perçoivent les autres et elles-mêmes. Les personnes très intelligentes ne pensent pas seulement plus, elles perçoivent aussi plus, elles saisissent des nuances que d'autres ignorent. Elles détectent des tensions dans l'atmosphère, des changements subtils dans le ton de la voix, des contradictions entre les mots et les gestes. Cette hyperconscience n'est pas une compétence qui s'active à volonté, elle est constante et souvent accablante. Percevoir autant a un prix. Quand quelqu'un remarque l'inconfort, la tristesse ou la fausseté chez les autres, il ne peut pas simplement l'ignorer. Cette information est traitée, analysée et ressentie. Le résultat est une charge émotionnelle continue qui n'a pas toujours d'issue, tandis que d'autres avancent sans rien remarquer. Ces personnes portent ce que personne d'autre ne voit. De plus, cette sensibilité rend les relations difficiles. En détectant facilement les mensonges ou les manipulations, il devient compliqué de faire pleinement confiance. Non pas parce qu'il y a une méfiance pathologique, mais parce que l'esprit enregistre des signaux qui ne correspondent pas, et quand ces signaux se répètent, l'état dit, il génère une distance émotionnelle. Le plus frustrant est que cette expérience est difficile à expliquer. Dire « je sens que quelque chose ne va pas » est rarement compris. Sans preuve visible, la perception est invalidée. Cela pousse la personne à se taire, à garder ce qu'elle ressent, à porter seule cette information émotionnelle. Avec le temps,
temps, cette accumulation génère fatigue et isolement. Là, ce n'est pas un manque d'empathie, au contraire, c'est un excès d'empathie. Trop sentir, trop voir et trop comprendre peut devenir un poids silencieux. Et ce poids influence directement la façon dont la personne se valorise. Mais l'hyperconscience n'est pas le seul facteur d'épuisement. Il y a une autre pression, plus sociale, qui apparaît quand les autres commencent à projeter des attentes difficiles à soutenir. Lorsqu'une personne est perçue comme intelligente, les attentes autour d'elle changent. On suppose qu'elle peut tout gérer, qu'elle saura toujours quoi faire, qu'elle n'a pas besoin d'aide. Des phrases comme «tu es intelligent, tu comprendras» ou «tu sauras sûrement t'en sortir» commencent à apparaître fréquemment, et bien qu'elles sonnent comme des éloges, avec le temps, elles deviennent un fardeau. Ces attentes ne laissent aucune place à la vulnérabilité. Commettre des erreurs semble moins acceptable. Montrer des doutes semble contradictoire avec l'image que d'autres ont construite. Peu à peu, la personne sent qu'elle doit toujours être à la hauteur, même quand elle se sent perdue ou épuisée intérieurement. Ainsi naît une pression silencieuse constante. Ce contexte alimente le syndrome de l'imposteur. Malgré ses capacités réelles, la personne commence à sentir qu'elle n'est pas aussi compétente que les autres le croient. De Kuno. Chaque réussite est minimisée, chaque échec étant magnifié. La peur de décevoir devient plus forte que le désir d'avancer. Pour protéger cette image, le malaise est souvent dissimulé. On apprend à sourire, à simuler le contrôle, à ne pas demander d'aide. De l'extérieur, tout semble stable, mais à l'intérieur, il y a une tension. Maintenir cette façade demande de l'énergie, et cette énergie s'épuise avec le temps. Le problème n'est pas seulement ce que les autres attendent, mais la façon dont ces attentes sont intériorisées. La personne cesse de s'écouter et commence à vivre pour remplir un rôle, et lorsque cela se produit, l'épuisement émotionnel s'accélère. Mais même si l'on parvenait à réduire cette pression, il resterait encore un autre obstacle profond, un qui a trait à l'ennui, à la routine et au sentiment que rien n'est suffisant. Les personnes très intelligentes ont tendance à s'ennuyer facilement. Non pas parce qu'elles sont inconstantes ou incapables de s'engager, mais parce que leur esprit a besoin de stimuli constants. Lorsqu'une activité cesse d'offrir un défi intellectuel, elle perd rapidement son sens. Ce qui est en stabilité pour d'autres peut devenir monotonie pour elle. La routine quotidienne, répétitive et prévisible, commence à sembler vide. Les tâches restées sont effectuées automatiquement, sans connexion émotionnelle. Et cette déconnexion génère une sensation inconfortable, difficile à définir. Ce n'est pas une tristesse ouverte, c'est une sorte d'apathie silencieuse qui grandit avec le temps. Cet ennui profond est souvent mal interprété. De l'extérieur, cela peut ressembler à un manque de motivation ou même à de la paresse. Mais en réalité, c'est le contraire. L'esprit cherche quelque chose qui l'active, qui le mette au défi, qui lui rende le sentiment d'être vivant. Quand il ne le trouve pas, la frustration apparaît. Dans certains cas, cette insatisfaction conduit à des décisions impulsives, des changements brusques, l'abandon de projet, une autocritique constante, non pas parce que la personne ne valorise pas ce qu'elle a, mais parce qu'elle sent qu'il manque quelque chose d'essentiel, et ne pas savoir exactement ce qui manque aggrave le malaise. Avec le temps, cet état peut éroder l'estime de soi. La personne se demande pourquoi rien ne la comble, pourquoi elle semble toujours en vouloir plus. Elle se compare à ceux qui semblent satisfaits et se sent défectueuse. Mais le problème n'est pas de vouloir plus, mais de nécessiter un niveau de stimulation différent. Et même si ce vide est ignoré, tôt ou tard, il se connecte à une autre tendance dangereuse, le perfectionnisme extrême, qui promet de combler le vide, mais finit par épuiser encore plus. Lorsque l'esprit est exigeant, les standards sont rarement bas. Les personnes très intelligentes se fixent souvent des objectifs élevés, non par ambition externe, mais par un besoin interne de cohérence et de qualité. Le problème apparaît lorsque cette exigence cesse d'être un guide et devient une condamnation. Rien ne semble suffisant, chaque résultat aurait pu être meilleur, chaque réussite est analysée à la recherche de défauts. Même lorsque d'autres reconnaissent le succès, la personne ne voit que ce qui manque. Cette forme de perfectionnisme ne pousse pas, elle paralyse. La peur de ne pas atteindre l'idéal génère une anxiété constante. Avec le temps, le perfectionnisme devient autodestructeur. La personne travaille plus, s'exige plus, se critique plus. Se reposer est ressenti comme de la culpabilité, échouer comme une preuve d'incapacité. Le dialogue interne devient dur, implacable, et mine l'estime de soi petit à petit. Ce schéma passe souvent inaperçu, car de l'extérieur, il ressemble à de la discipline ou de l'engagement, mais à l'intérieur, il y a de l'épuisement. Une fatigue profonde qui n'est pas soulagée par le repos physique.
critique car son origine est mentale et émotionnelle et l'esprit ne concède jamais de trêve. De plus, le perfectionnisme empêche de profiter. Même les moments positifs sont vécus avec tension, anticipant le prochain objectif, la prochaine amélioration. La satisfaction est reportée indéfiniment et quand il n'y a pas d'espace pour profiter, le vide se creuse. Cette usure constante prépare le terrain à un autre conflit, un qui n'a rien à voir avec ce que l'on fait, mais avec la façon dont on perçoit le monde. Car lorsqu'une personne remet tout en question, même les certitudes les plus fondamentales commencent à vaciller. Les personnes très intelligentes acceptent rarement les choses telles qu'elles leur sont présentées. Elles ont besoin de comprendre le pourquoi, l'origine, la logique derrière chaque règle, chaque croyance et chaque décision. Des phrases comme « cela a toujours été ainsi » ou « parce que c'est comme ça » ne sont pas suffisantes. Cette attitude critique est une force intellectuelle, mais elle peut aussi devenir une source constante de conflits internes. Tout remettre en question signifie vivre dans un état permanent de doute. Non seulement envers le monde extérieur, mais aussi envers soi-même. Chaque choix est revu, chaque idée est soumise à l'analyse, chaque croyance est déconstruite pour vérifier si elle a réellement un sens, et bien que cela puisse mener à une compréhension plus profonde, cela génère aussi de l'instabilité. Sur le plan social, cette tendance est souvent inconfortable. Celui qui remet en question les normes, les hiérarchies ou les idées établies peut être perçu comme problématique, difficile ou même arrogant, non pas parce qu'il veut imposer sa vision, mais parce qu'il ne peut pas éteindre son besoin de comprendre. Avec le temps, cette perception externe provoque un éloignement. Le plus complexe est que, ne trouvant pas de réponse solide, le doute commence à devenir interne. La personne commence à remettre en question ses propres décisions, son jugement, même sa valeur. Rien ne semble complètement sûr et vivre sans certitude épuise. Cet état de questionnement constant empêche de se reposer mentalement. L'esprit ne se pose jamais. Il y a toujours une couche plus profonde à explorer, une contradiction à résoudre et quand on ne trouve pas de base solide, un sentiment de désorientation apparaît. Mais il reste l'aspect le plus lourd de tous, un qui ne se rapporte pas à penser, analyser ou questionner, mais à sentir. Car lorsque l'intelligence est accompagnée d'une sensibilité intense, le poids émotionnel peut devenir insupportable. L'intelligence élevée est souvent accompagnée d'une sensibilité émotionnelle intense. Il ne s'agit pas seulement de comprendre ce que les autres ressentent, mais de l'expérimenter presque comme si c'était le sien. L'empathie est profonde, constante et souvent incontrôlable. Chaque émotion d'autrui est perçue avec clarté, chaque conflit résonne plus que la normale et ce niveau de connexion émotionnelle a un coût élevé. Trop sentir signifie absorber l'environnement, la douleur des autres ne passe pas inaperçue, les injustices pèsent plus lourd, la tristesse d'autrui ne reste pas à l'extérieur. Cette capacité à raisonner émotionnellement, bien qu'humaine et précieuse, peut devenir une surcharge. L'esprit comprend, mais le corps et les émotions ne savent pas toujours comment lâcher prise. Avec le temps, cette intensité génère un épuisement émotionnel, non pas parce que la personne est faible, mais parce qu'elle ressent sans filtre, alors que d'autres peuvent prendre de la distance. Ici, tout est vécu de manière directe. La frontière entre le soi et l'autre s'estompe, et cela rend difficile de se protéger. De plus, trop sentir est souvent accompagné de culpabilité. Culpabilité de ne pas pouvoir aider tout le monde, culpabilité de vouloir déconnecter, culpabilité d'avoir besoin d'espace émotionnel. La personne s'exige d'être forte et compréhensive en même temps, sans se donner la permission de se reposer. Ce poids émotionnel constant finit par affecter la perception de la vie. Le monde semble plus dur, plus injuste, plus épuisant, non pas qu'il le soit objectivement plus, mais parce qu'il est vécu avec une plus grande profondeur. Et quand il n'y a pas d'outils pour réguler cette intensité, la souffrance s'accumule en silence. C'est peut-être la charge la plus lourde de l'intelligence élevée, et la comprendre est essentiel pour saisir pourquoi tant de personnes brillantes se sentent au fond si fatiguées. L'intelligence élevée n'est pas une garantie de bien-être. C'est une façon différente d'expérimenter le monde avec une plus grande profondeur, une plus grande intensité et souvent une plus grande usure. Penser plus, ressentir plus et questionner plus ne conduit pas toujours à une vie plus simple. Dans de nombreux cas, cela la rend plus lourde intérieurement. Rien de ce qui a été décrit ne signifie qu'il y a quelque chose de brisé chez ces personnes. Ce n'est ni un défaut, ni une faiblesse, c'est une différence. Le problème apparaît lorsque cette façon d'être est vécue dans des environnements qui ne la comprennent pas, qui exigent une adaptation constante sans offrir d'espace pour se reposer. Comprendre ces fardeaux est le premier pas pour alléger le poids. Il ne s'agit pas de cesser d'être intelligent, ni d'éteindre la sensibilité, mais d'apprendre à les gérer, de trouver des contextes, des relations et des rythmes qui n'exigent pas une lutte constante contre soi-même. L'intelligence, bien accompagnée, peut être un outil puissant, mais quand elle est vécue dans la solitude émotionnelle, elle devient un fardeau silencieux. Reconnaître cette réalité n'est pas se rendre, c'est commencer à prendre vraiment soin de soi.